Ah, alors allez-y. C'est pas tellement facile, mais enfin on va essayer. Là je pense que c'est une offensive de Maxime Bossis qui va se terminer par un centre, contré par la défense monégasque. On voit très mal. Ensuite c'est William Ayash qui va revenir en retrait et qui centre de nouveau. Et tiens c'est moi. Oh, et je reprends. c'est beau. Je voulais une balle. Première action nantaise je crois. Enfin une des premières, tout du moins. Nous allons voir un dégagement de Tori qui atterrit sur la tête de personne. Si. Action monégasque et bel exploit technique de Daniel Bravo, je crois. Oui. Touche de William Ayash sur Loïc Amis qui centre. Et là, une action encore nantaise qui prouve que nous avons été très offensifs en début de période. Il est parfait. Hein. Vous pouvez continuer. Attaque monégasque avec Benoît, Giangini. C'est Bijota, je crois. Bijota, pardon. Ouais. Ils ont la même morphologie, donc ils se ressemblent. c'est pas se tromper. Bravo, de nouveau Benoît. Sur Leroux, la nouvelle recrue monégasque. Encore Leroux qui va se faire tacler par, pas très méchamment d'ailleurs, par Fabrice Poulain. Voilà. Vous pouvez parler un tout petit peu plus fort. Plus fort. Ouais. Bon. Bon, coup, non, c'est une touche. Touche monégasque. On voit que Monaco joue très défensif, avec leur nouvelle recrue Simon. Et ça c'est débordement de Bellone, c'est traduit par Vous pouvez ajouter une petite note personnelle hein, sur le commentaire. Non, je crois que l'image suffit. D'accord. Il est prudent. Hein. Attaque nantaise. Je veux savoir quoi. Ah oui, une belle frappe de Oscar Muir. Des 25 mètres au moins. Bon, sans commentaire. Ça c'est Puel. Puel qui... Fabrice Poulain. Fabrice Poulain. Et... oh d'accord. William Ayash. C'est la toupie là, je ouais. J'ai mis en mauvaise posture Max. Pardon Max. Contre-attaque monégasque. Récupération de l'équipe nantaise. Et là, Bruno Barantier qui déborde. Presque. Allez, joue. Attaque. C'est long, hein. Mais non. Michel, tu pourrais m'aider. Et action dangereuse, enfin presque dangereuse. Donc Claude, vous voulez faire venir en appoint Là, Lolo, il pouvait, avec un peu plus de confiance, un peu plus de sang-froid, là, je crois que Lolo, il était capable de nous faire un truc. Hein. En fait, il a manqué dans ce match des trucs qu'ont les grands attaquants, que possédait aussi bien Monaco que Nantes. Mais c'était le premier match et ça manquait un petit peu de confiance de part et d'autre à l'approche du but. l'absence d'Aliodzik aussi dans les remontées? Ah non, il n'a jamais été question de parler d'absence. Quand il pourra être présent, on verra. Le match était un peu agressif. Hein. Là, on voit des... Tous les duels hier ont été très engagés, très virils et manifestement c'est les défenseurs qui ont pris le pas quand même sur les attaquants. Comme l'indique le score. Oui. Et voilà le passage ou l'approche du but pour qu'elle se fasse d'une manière plus efficace, il aurait fallu que des gens comme José ou Lolo d'un côté ou Bravo de l'autre puissent éliminer un joueur, voire deux, pour trouver des passes. Le coup franc d'Oscar Muller, là. Reste à savoir oui, vous le repassez. Reste à savoir, là, je crois que ce genre de coup franc, il serait bon qu'un arbitre de touche se rapproche du but. En fait, il reste au poteau de corner, on se demande bien à quoi il sert là. Ce serait quand même... c'est pas la première fois, hein, on revient à la Coupe du Monde 66 où il y a eu un drôle de truc là. Daniel Bravo et superbe sortie de Jean-Paul Bertrand de Nannes
Oui, c'est un petit truc que l'on connaissait de la part de Bravo. Oui, qui vous avez été, je crois, dit Et- par quelqu'un qui était à Nice il n'y a pas longtemps, Oui, oui. et qui est à Nantes maintenant, qui s'appelle Gérard Et Bucher. ça nous a bien servi dans ce genre de situation, c'est vrai. C'est des tirs piqués de Bien, Bravo, bien c'est ça? interprété par Jean-Paul et par là même bien exécuté. Bruno Bellone, qui était l'un des meilleurs monégasques hier soir. Je ne suis pas Non? tellement de votre avis, non. Vous avez le droit. Oui, bien sûr. Ça reste un élément très dangereux, la preuve. Mais si pour être l'un des meilleurs, il faut qu'il frappe 3 fois comme il a fait, c'est vrai que c'est bien. Mais c'est pas mon opinion. Quels ont été les meilleurs chez vos adversaires alors? Je pense que l'Argentin, il a fait une excellente rentrée. Je pense qu'il vous a fait aussi une excellente impression. En fait, tout le système défensif de Monaco a très bien fonctionné. En commençant par Ettori, bien sûr, et cet axe, Leroux, Simon, a été quand même dans l'ensemble très bien. Alors, les dernières actions du match, avec... Il manque pas grand-chose. Manque de finition. Il manque pas grand-chose. C'est une question de dosage de la passe. C'est une question de fébrilité aussi. Et l'entrée de Gérard Bucher. C'est réconfortant pour lui, comme pour l'équipe et pour moi-même, d'avoir enregistré une rentrée aussi, je dirais pas percutante, mais... Là, c'était percutant avec Ettori, en tout cas. Mais dangereuse, ça l'a été aussi avec José. Ouais. Ils se connaissent bien, alors ils se sont frottés un petit peu tous les deux. Non, mais Gérard, en peu de temps, a été un élément peut-être l'un des plus dangereux de notre équipe. Et ça, c'est intéressant, comme je vous l'ai dit, pour lui comme pour nous. Et voilà une très belle combinaison, justement, entre Touré et Bucher. Je crois que c'est sur cette action... Oui. Non, là, c'est d'abord... oui, il croyait qu'il y avait but. C'est une tête de Bucher. Et l'équipe nantaise est... Compte tenu des conditions climatiques qu'il y avait hier, c'est vrai qu'il y avait une chaleur terrible. Alors elle était pour les deux équipes, mais c'est quand même plus éprouvant pour une équipe qui est amenée à plus attaquer qu'une autre. Et c'était notre cas. À partir de là, c'est difficile. Voilà, c'est ce genre d'action qu'il aurait fallu renouveler plus souvent. Et je crois qu'il y a faute de toute façon là-dessus. Et il y en a eu trop souvent aussi. Il y a eu des tentatives, mais elles ont été très vite bloquées par des fautes à répétition. Là, une sortie de Jean-Luc Ettori spectaculaire. C'est de l'autre de ces matchs. Acrobatique, ouais. Oui. Et Bravo, quelle impression vous a-t-il fait? Alors que là, voilà C'est une l'action question que piège. j'attendais tout à C'est l'heure. une question piège, Michel, je le sens bien. Mais le bien que je pensais de Bravo avant ne se renforce pas, il se confirme, quoi. Là, on a vu donc cette attaque avec José Touré, cette reprise acrobatique aussi de, À nouveau, Gérard Bucher. c'était une très bonne entente entre Gérard et José. Et ça ne fait que confirmer aussi ce qu'ils pouvaient me dire, et l'un et l'autre. Ces deux garçons qui se connaissent bien, même si tout à l'heure, on verra qu'ils ne sont pas très bien compris. Mais néanmoins, c'est vrai que ça peut être intéressant. Bruno Bellone. Et encore une frappe de Bellone qui passe plus près du poteau qu'on ne se l'imagine sur cette image d'ailleurs. José, je vous laisse terminer le commentaire. Bon, ça c'est William Ayache. William qui si Bravo a montré de Ça, c'est réelles intéressant. bonnes choses. Avec une frappe de Gérard Ayache, qui passe tout à côté du poteau. Donc, Petit filet, voilà, c'était la dernière occasion du match qui se termine sur ce score de 0-0, comme l'année dernière, donc c'est pas de mauvais augure. Vous êtes superstitieux? Non, ou s'il faut l'être, ça serait de bons augures finalement, parce que Nantes a fini avec 10 points d'avance dans ce championnat, après avoir fait 2 matchs nuls contre Monaco. Alors Patrice Riot, vous êtes entre guillemets un peu l'ancêtre de l'équipe maintenant. Ça fait combien d'années que vous jouez au FC Nantes? Je viens de démarrer de ma 14e. Votre 14e saison, quel est le record? Henri Michel en a fait combien? 16, je crois. 16. Ouais. Oh, vous pouvez y arriver. Vous avez quel âge? Je vais prendre 35 ans dans 15 jours. 35 ans. Alors donc vous connaissez bien le club, vous êtes ici chez vous. D'ailleurs la plupart des joueurs ont débuté ici. Comment sentez-vous l'équipe cette année? À travers le match hier soir, je pense qu'on manque peut-être un petit peu de compétition.
La préparation s'est basée sur 3 semaines et sur 3 matchs. Encore est-il que j'exclus le match du Canada parce que ce sont des conditions très particulières sur une surface que l'on ne connaît pas. Et on a fait 2 matchs contre les Belges d'Anvers et contre Nice, une équipe de seconde division. Je crois que si on avait eu un match ou deux de plus en guise de préparation, ça aurait été meilleur avant d'aborder Monaco. Bon, donc le titre, vous pouvez le défendre. Vous êtes armé pour le défendre? Bien sûr, On n'ouvre pas le parapluie avant que ça commence en disant ah, non, on pas a du eu tout. un départ, 2 départs. On repart avec le même effectif que la saison passée. Donc a priori, il n'y a aucun Tussaud et Agarbeck. Oui, c'est vrai. Plus Gérard Bucher qui est derrière vous. Alors Gérard Bucher, quand je vous ai vu hier avant le match, vous étiez un petit peu euphorique en disant c'est formidable ici à Nantes, les entraînements, j'avais jamais vu ça. Vous pouvez me donner les détails? Bah, pour moi c'était nouveau, quoi. J'avais pas connu de club avant. Je suis arrivé ici et les entraînements sont beaucoup plus basés sur la technique, bien qu'on travaille physiquement, mais tout est fait avec ballon et pour un footballeur c'est appréciable. C'est plus distrayant, vous voulez dire? Oui, on vient à l'entraînement plus joyeux parce qu'on fait physique avec un ballon et c'est ce qui importe pour un footballeur. Courir dans le vide pour faire un physique, c'est pas trop amusant, quoi. Donc vous ne regrettez pas du tout ce choix d'avoir quitté Nice pour venir non, à je ne Nantes? regrette pas, de toute façon c'est le football, ça, il faut changer un petit peu de club, surtout pour progresser, c'est ce que je veux, moi. Et vous avez été admis très vite parce qu'on dit que les nouveaux joueurs à Nantes, il n'y en a pas souvent de nouveaux, hein. On tourne toujours avec la même équipe. Je crois que Jean-Claude Ciodo tient beaucoup à cette continuité dans l'effectif, avec des petites retouches, et que c'est pas toujours facile peut-être de s'intégrer très vite. Apparemment pour vous, il n'y a eu aucun problème. Je ne sais pas s'il est difficile de s'intégrer, c'est peut-être pour les étrangers, peut-être un peu plus que pour les Français. Moi je suis Français, je connaissais, j'ai José Touré, j'ai William Ayache qui sont des amis, que j'ai fait l'armée avec eux, plus j'ai joué 5-6 fois contre Nantes, donc je connaissais à peu près les joueurs. Ça a peut-être facilité les relations. Bien, alors nous allons terminer cette séquence consacrée à la première division, donc depuis la Jonelière à Nantes, qui est le plus bel endroit, le plus beau centre d'entraînement des équipes de première division. Ça les fait tous rêver. Il y a beaucoup d'autres clubs de grand standing en France, mais personne n'a l'équivalent de la Jonelière. Et Max, je crois que la façon de bien vivre ici à Nantes a été aussi pour quelque chose dans votre choix de continuer votre carrière ici. Oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont au club très jeunes et qui veulent rester à Nantes jusqu'à la fin de leur carrière ou presque, parce qu'il y a des conditions d'entraînement qui sont idéales et puis il y a une ambiance qui est très bonne. Il est sympathique. Très sympathique. Ouais. Voilà, il n'y a pas une pression comme si vous jouiez à Paris peut-être. Ah, il y a une pression quand même, parce qu'à Nantes, il faut toujours essayer d'être ou champion ou faire un truc en Coupe d'Europe ou gagner la Coupe de France. Et tous les ans, il faut essayer ça. Et bon, c'est un club de haut niveau, il y a quand même une pression sur nous. Il y a Jean-Claude Ciodo, première année d'entraîneur champion cette année, qui est pour faire mieux. Donc vous avez été finaliste de la Coupe, bien sûr. Et reste la Coupe d'Europe. Oui, c'est de beaux restes. même si en ce qui concerne le premier match, on sait très bien qu'on aura un match difficile en la personne du Rapide de Vienne. Mais je pense qu'il y a chaque chose en son temps. Et on a retrouvé l'équilibre de jeu que l'on a maintenu tout le long de la saison dernière. Et on en a pour 2 mois là, avant de rencontrer ce Rapide de Vienne, et je crois que ce laps de temps sera suffisant pour l'aborder dans les meilleures conditions. Bien, je vous remercie. Maintenant, nous allons continuer cette émission en voyant les résultats de deuxième division. C'était la première journée hier soir. Pas de rente d'observation dans ce derby entre l'OM et Nice, devant plus de 22 000 spectateurs au stade Vélodrome. Et dès la 2e minute, c'est Boubacar qui centre pour Dehon qui manque de peu d'ouvrir le score. Et sur la contre-attaque, c'est la réplique immédiate de Nice par Larsson. Larsson échappé sur la droite, il va centrer. Françoise cafouille et Mingual qui tire dans les bras de Lévy. Le match est lancé à 100 à l'heure, et cela en dépit de la canicule, avec un thermomètre qui est monté jusqu'à 40 dans la journée. Et la première occasion nette de la rencontre en faveur de Marseille par Pascal, qui tire sur le poteau alors qu'Amitrano est battu. L'OM domine et l'on note un bon coup franc de Dehon, malheureusement raté d'un cheveu par Rubio. Et c'est encore Pascal qui, d'un superbe retourné acrobatique, inquiète Amitrano. Et enfin Nice qui va refaire surface en fin de première mi-temps sur un coup franc tiré par Castagnino et repris de la tête par le capitaine niçois Joly. 0-0 repos, tout est à faire pour Marseille qui attaque la seconde mi-temps sur le même rythme avec un excellent Olarevic, un relais avec Francini, puis Pascal.
À nouveau Olarevic et Boubacar qui inquiètent la défense niçoise. L'OM domine toujours, mais attention au contre des visiteurs. Et le contre, le voici. Une rapide contre-attaque, Françoise en position des droits qu'à centrer et Lefebvre qui marque dans un trou de souris au premier poteau. On joue depuis 56 minutes. À peine le temps de s'en remettre, sur l'engagement qui suit, l'OM obtient un corner tiré par Olarevic et c'est Pascal de la Tête qui égalise. Rien n'était plus mérité pour les locaux. Et encore un contre niçois par Marguerite qui s'échappe, stoppé à la limite de la régularité par Bracci. Et toujours un match passionnant et alerte, joué sur un bon rythme pour un début de saison entre deux équipes ambitieuses. C'est au tour de Pascal de filer vers le but niçois, Pascal proprement descendu par Bouzik-Chedzi, un défenseur pour le moins rugueux qui est copé d'un carton jaune justifié. Ce coup franc joué par devant ne donnait rien. L'OM, pour avoir manqué trop d'occasions en début de rencontre, ne pouvait plus prendre l'avantage et l'on en restait à ce 1-1, la bonne affaire pour Nice. Vous avez eu peur quand Nice a ouvert le score? J'ai même pas eu le temps d'avoir peur puisque dans l'instant suivant on a égalisé. Non, bon je craignais un peu les contres de Nice parce qu'on pratiquement jouait sur un but et avec des attaquants rapides comme Larsson et Mengual, bon, on s'attend toujours à ce qu'il y ait une contre et que ça soit dangereux. Bon, mais ça s'est produit. Heureusement que nous avons eu la force et la motivation de revenir de suite et la réussite aussi, ce qui a permis de repartir un peu normalement dans le match. Dans l'état actuel des choses, c'est un point de perdu incontestablement, mais ça n'est que le premier match de la saison. Je crois qu'on a fait un bon match. Dominer n'est pas gagné, c'est l'éternelle leçon du football, mais je crois qu'on peut être rassuré. On a une équipe assez costaud dans toutes les lignes qui va ne faire que de s'améliorer. Marseille-Nice que vient de nous raconter donc Jean-Pierre Fricou de FR3 Marseille était donc le choc du sommet, le choc au sommet, pardon. Les autres résultats de ce groupe qui comporte 19 clubs, hein, c'est important. Lyon est donc exempt. Cannes gagne de justesse contre Martigues grâce à un but de Thordarson à la 84e minute. Bon retour de 7 en division 2, 5-2 contre Libourne. Samedi prochain, la rencontre à suivre, ce sera Thonon-Lyon dont vous pourrez voir de larges extraits d'ailleurs dans Téléfoot. Le groupe B maintenant, d'abord avec des images des deux équipes qui partent favorites, c'est-à-dire Mulhouse et le Racing. Mulhouse qui jouait hier soir à Saint-Ouen, et vous y étiez, Philippe Pouy. Absolument, c'était l'affiche dans la mesure où Mulhouse est quand même une équipe qui a fait beaucoup d'efforts de recrutement. Alors bien sûr, on s'attend à ce que Mulhouse domine, Mulhouse qui joue en blanc. Et quand la première occasion est alsacienne, on se dit finalement tout ça c'est très normal. Malheureusement pour Mulhouse, Guesser met la balle au-dessus. Et pourtant, en première mi-temps, les meilleures occasions ont été pour le Red Star, notamment celle-ci, amenée par Gauthier. Erlaché remet la balle en jeu et finalement Kutermak tire sur le petit filet.